Guerre. Que allons-nous faire? Choc. Loukachenko annonce la mobilisation et se prépare à entrer en guerre. Hystérie et chaos généralisé à Minsk. Maintenant, un appel ciblé. Mais pourquoi le dictateur biélorusse exige-t-il une formation militaire urgente? Mais plus loin, c'est encore plus absurde. À quoi a mené la honteuse inspection des troupes biélorusses et quel problème Loukachenko a-t-il publiquement reconnu? Mais les forces armées ukrainiennes ont déjà préparé une riposte inattendue. Qu'a réellement prévu Loukachenko et à quoi ce jeu va-t-il lui mener? Regardez tout de suite. L'Ukraine vous salue aujourd'hui, Renata Aslanova et les derniers événements. Le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko secoue à nouveau l'espace médiatique avec des déclarations militaristes retentissantes. L'usurpateur de Minsk a publiquement annoncé le début de ce qu'il appelle une mobilisation ciblée des unités militaires, déclarant ouvertement que le pays doit se préparer à la guerre. Une attention particulière sera accordée précisément aux lacunes que nous avons révélées après cette inspection. Eh bien, comme je l'ai promis, nous allons continuer à mobiliser de manière ciblée certaines unités des forces armées afin de les préparer à la guerre. Dieu fasse que nous puissions l'éviter. Mais nous nous préparons tous à la guerre. C'est pourquoi je ne cache rien non plus. En essayant d'effrayer les voisins, Loukachenko a ordonné au ministère de la Défense de rassembler d'urgence les réserves, tout en précisant qu'il espérait soi-disant éviter des combats réels. Cependant, selon les experts et les analystes militaires, derrière cette façade télévisuelle menaçante ne se cache qu'une opération spéciale d'information, et non une opération militaire, ce qui ne représente absolument aucune menace réelle pour l'Ukraine. C'est-à-dire, si c'est une mobilisation, voilà combien et où. Si c'est un déploiement, voilà combien et où. Je n'ai pas encore vu de rapport faisant état d'une mobilisation massive des Biélorusses, ni de rapport sur le déploiement de troupes. Nous évaluerons la menace lorsque de telles informations apparaîtront. Pour l'instant, cette déclaration reste dans le cadre d'une escalade informationnelle. Il existe également des informations selon lesquelles le véritable objectif de cette psychose militariste réside dans la peur de Loukachenko face à son propre peuple. Oui. Nous avons déjà traversé l'année 2020. Cela a aussi été une leçon pour nous, pour l'armée et pour nous-mêmes. Exactement. Les experts rappellent que le dictateur agit actuellement strictement selon son vieux manuel usé de l'année 2020. Apparemment, c'est précisément de cette leçon dont il a parlé dans la vidéo. Rappelons qu'à l'époque, sur fond de manifestations massives contre le gouvernement, il inventait exactement les mêmes histoires selon lesquelles la Pologne et la Lituanie faisaient résonner les chenilles de leurs chars à la frontière. L'image artificielle d'un ennemi extérieur menaçant ne lui sert qu'à justifier les répressions et à resserrer la vis à l'intérieur du pays. Concernant la référence à l'année 2020, à l'époque, sur fond de manifestations massives, Loukachenko lançait constamment des rumeurs selon lesquelles la Pologne et la Lituanie faisaient résonner les chenilles de leurs chars à la frontière avec la Biélorussie, et il utilisait cela comme argument contre les manifestants. Du genre, quels protestent? La guerre est à nos portes. Bien sûr, il n'y a pas eu de guerre avec la Pologne et la Lituanie. Jamais il ne serait venu à l'esprit de quiconque d'envahir la Biélorussie. De plus, le récent contrôle à grande échelle des forces armées biélorusses s'est soldé par un échec total et un débriefing sévère au ministère de la Défense. Après ce contrôle, je sais qu'il y a eu une conversation sérieuse au ministère de la Défense. Eh bien, j'attendais que vous fassiez vous-même le point sur toutes les bonnes choses et les défauts, et il y en a toujours assez. Et puis, il n'y a aucun sens à cacher quoi que ce soit, tout est visible à l'œil nu. C'est pourquoi Loukachenko a été contraint de reconnaître publiquement que son armée présente de nombreux défauts importants et de graves problèmes, qu'il n'est désormais plus possible de dissimuler à la société. Mais le dictateur de toute la Biélorussie a ensuite souligné qu'au ministère, ils ont réglé les choses de différentes manières. Mais ils les ont réglées. Là-bas, vous avez réglé certaines choses de façon fondamentale et d'autres, eh bien, en vous caressant mutuellement, comme cela arrive aussi chez les militaires. Je compte beaucoup sur le fait que ce processus ne s'arrêtera pas là. Et, tentant tant bien que mal de justifier la faiblesse de son armée face à l'échec de l'inspection, le dictateur s'est lancé dans des réflexions géopolitiques absurdes sur la nécessité d'opérations terrestres. Il a cité en exemple les récentes frappes de missiles des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, déclarant d'un ton profond qu'on ne gagne pas une guerre uniquement avec des attaques aériennes. Prenons par exemple le dernier conflit, l'affrontement armé entre Israël et l'Iran, ainsi que les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que cela a montré? Eh bien, ils ont bombardé, lancé des bombes et des missiles. Et alors, ont-ils gagné? Non. Sans opération terrestre, on n'arrive à rien. Ce discours ne fait que souligner la peur viscérale de Loukachenko. Il comprend parfaitement que son infanterie démotivée et son matériel obsolète seront réduits en cendres dès les premiers jours d'un affrontement terrestre hypothétique. Nous ne gagnerons aucune guerre.
Les derniers conflits en témoignent. Pour la direction politico-militaire ukrainienne, ces manœuvres biélorusses n'ont pas été une surprise. Le président Zelensky avait déjà averti à la mi-avril de l'activité des troupes biélorusses. Les forces de défense ukrainiennes maintiennent la frontière nord sous un contrôle de fer, l'ayant depuis longtemps transformée en une forteresse minée et infranchissable. Toute tentative de s'aventurer sur le sol ukrainien se solderait pour le régime de Loukachenko par une déroute instantanée et fatale, pour laquelle Minsk n'a tout simplement pas les ressources. La veille, une activité assez spécifique a été observée du côté biélorusse sur certains tronçons de la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie. Nous enregistrons tout avec attention, nous contrôlons tout et, si nécessaire, nous réagirons. En ce qui concerne la Biélorussie, toutes leurs actions dans la zone frontalière sont surveillées et pour l'instant, seules de petites provocations sont possibles de leur part, qui coûteront plus cher précisément à la partie biélorusse. Rien de plus. En fin de compte, il ne s'agit que d'un nouveau bruit de sabre du côté de la Biélorussie. Ce n'est pas une préparation à une véritable invasion, mais un spectacle bon marché destiné à la consommation interne. Loukachenko essaie de se faire bien voir par son maître du Kremlin en créant de la tension dans l'espace médiatique tout en maintenant sa propre population dans la peur. Pendant que le dictateur mène courageusement la guerre uniquement devant un micro, le nord de l'Ukraine reste totalement en sécurité et l'armée biélorusse continue de mijoter dans ses propres problèmes non résolus. Pendant ce temps, Varsovie porte un coup préventif aux ambitions du Kremlin. Sur fond de retrait des troupes américaines d'Allemagne, la Pologne a officiellement proposé aux États-Unis de redéployer des unités supplémentaires directement aux frontières russes. La Lituanie a immédiatement rejoint cette initiative, cherchant à créer sur le flanc est de l'OTAN un rempart d'acier impénétrable contre toute tentative de Moscou. Le redéploiement du Pentagone accule Poutine et la Baltique devient un bastion imprenable. Notre reportage. Varsovie est prête à accueillir davantage de troupes américaines pour renforcer le flanc est de l'OTAN et assurer une protection encore meilleure de l'Europe, a écrit le ministre polonais de la Défense, Władysław Kosiniak-Kamysz, sur le réseau social X. Plus tôt, le Pentagone avait annoncé qu'il retirerait 5000 soldats américains d'Allemagne pour les redéployer dans d'autres pays. Washington n'est pas opposé à leur transfert en Pologne, a souligné le président américain Donald Trump. Je pense que cela plairait à la Pologne. Nous avons d'excellentes relations avec Varsovie. J'ai d'excellentes relations avec le président. Vous vous souvenez? Je l'ai soutenu. Et il a gagné. Il a comblé un énorme retard et a remporté la victoire. C'est un excellent combattant. C'est une personne remarquable. Je l'apprécie beaucoup. Donc c'est tout à fait possible. La Pologne consacre 5% de son PIB à la défense. Cela offre suffisamment de ressources budgétaires pour entretenir les militaires américains, a souligné le ministre des Finances du pays, Andrzej Domanski. 10 000 soldats américains se trouvent déjà sur le territoire de la République. Dans les conditions actuelles de menace de la part de la Biélorussie et de la Russie, la Pologne ne peut pas renoncer à renforcer sa sécurité, souligne le président Karol Nawrocki. Nous, en Pologne, sommes prêts et souhaitons accueillir des soldats américains. Nous disposons de l'infrastructure nécessaire à cet effet, et il est dans l'intérêt de la Pologne, de la Lituanie ainsi que des pays baltes que le plus grand nombre possible de troupes américaines soient stationnées ici. Le président Nausėda a déclaré qu'en cas d'un tel redéploiement depuis l'Allemagne, la Lituanie est également prête à accueillir des soldats américains qui, en fait, garantissent la sécurité de notre région aux côtés de nos propres forces nationales. La Lituanie se prépare déjà au déploiement d'une brigade blindée allemande dont l'effectif atteindra 5000 personnes d'ici la fin de l'année 2027. Elle deviendra la première base permanente de la Bundeswehr en dehors de l'Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale. En ce qui concerne les militaires américains, ils sont déjà plus d'1 millier sur le territoire lituanien et Vilnius est prêt à en accueillir davantage, promettant de remplir toutes ses obligations en matière d'infrastructure, affirme le chef de l'État. La sécurité de l'Europe est indivisible. C'est le principe fondamental. Il est dans notre intérêt de veiller à ce que les troupes qui pourraient potentiellement être retirées d'Allemagne restent en Europe. Le deuxième aspect que je pense concerne la question de savoir dans quel pays précisément elles seront stationnées. En Lituanie, nous sommes prêts à accueillir autant d'alliés que nous pourrons en héberger. Et dans ce but, nous créons toute l'infrastructure nécessaire, tant pour mener des exercices que pour accueillir le personnel. La Pologne renforce également la sécurité de l'Europe en aidant Kiev par la logistique militaire et en formant les militaires ukrainiens, ont souligné les représentants de l'état-major général des forces armées ukrainiennes. Varsovie joue un rôle clé dans la mission civile EU Military Assistance Mission, où des volontaires ukrainiens reçoivent une formation.
Les militaires acquièrent des compétences spécialisées auprès d'instructeurs des pays membres de l'UE et retournent rapidement à l'exécution de leur mission, souligne le commandement des forces armées ukrainiennes. Le programme de formation est adapté aux besoins actuels de la partie ukrainienne et couvre un large éventail d'apprentissages, de la formation de base et des cours d'instructeurs à la préparation des chefs de section, jusqu'à une formation approfondie de sapeurs et d'ingénieurs. Une attention particulière est portée aux actions en milieu urbain, où l'efficacité, la précision des interventions et les compétences de nettoyage des bâtiments déterminent la survie de l'unité. D'après un communiqué de l'état-major général des forces armées ukrainiennes sur Telegram. Moscou intensifie délibérément ses opérations hybrides en Europe. Leurs cibles ne sont pas seulement des sites militaires et stratégiques, mais aussi des lieux fréquentés par des civils. C'est ce qui est mentionné dans le rapport public de l'Agence de sécurité intérieure de la Pologne. Les pays européens et l'OTAN prennent des mesures pour contrer de telles menaces. En particulier, la réponse de Varsovie a été la fermeture progressive de 3 consulats russes et la révision de sa propre architecture de sécurité. Andriy Dmitrenko pour la chaîne Freedom. Le pire est à venir. Le masque du leader tout-puissant est définitivement tombé. L'expert militaire affirme que le dictateur se trouve dans une position extrêmement faible, tant sur le front que sur le plan politique. Au lieu de concessions fatales, l'analyste appelle l'Occident à renforcer au maximum la pression afin de faire définitivement s'effondrer le régime chancelant du Kremlin. En quoi consiste exactement la vulnérabilité de l'agresseur et pourquoi son effondrement stratégique est-il inévitable? Découvrez-le dans notre reportage. Le défilé militaire du 9 mai, lors duquel le Kremlin tente traditionnellement de présenter au monde l'image d'un pays fort et invincible, a révélé la dégradation de la Russie, affirment les services de renseignement britanniques. L'absence de matériel, la réduction du nombre d'invités et de participants, le blocage des communications mobiles et d'Internet, tout cela témoigne de l'épuisement des ressources de Moscou et de la peur face à l'Ukraine. La réduction de l'ampleur du défilé est probablement liée à la menace que représentent les drones ukrainiens et au manque d'équipement militaire en raison de l'agression contre l'Ukraine. Il est tout à fait probable que le caractère sobre du défilé reflète la faiblesse d'une direction vieillissante qui ne comprend pas comment répondre de manière adéquate à la menace des drones ukrainiens. Extrait d'un rapport des services de renseignement militaire britanniques sur les réseaux sociaux X. Moscou ne semble plus être une ville isolée de la guerre, note le New York Times. L'ampleur, la portée et l'intensité des frappes de Kiev sur des cibles situées en profondeur à l'arrière des lignes russes augmentent, écrit-on. Économiste. En mars 2026, l'Ukraine a dépassé la Russie pour la première fois en nombre d'attaques de drones à longue portée. Les forces de défense ukrainiennes lancent des frappes contre des installations militaires et stratégiques russes situées à près de 2000 km de la frontière. Cela signifie que 70% de la population russe se trouve déjà à portée des drones ukrainiens. Après avoir traversé un hiver rigoureux, durant lequel ces villes et son système énergétique ont été presque chaque nuit la cible d'attaques massives de drones et de missiles russes, l'Ukraine est en train de renverser la situation. Par presque chacune de ces actions, elle inflige à la Russie des dommages de plus en plus importants. Extrait d'une publication de The Economist. En Russie, on commence également à comprendre progressivement que Poutine n'est pas capable de gagner la guerre contre l'Ukraine, affirme l'opposant russe Garry Kasparov. Et cela, selon la tradition politique russe, est toujours perçu comme une menace pour le régime. Évidemment, il se passe quelque chose. C'est pourquoi apparaissent différents signes, qu'ils soient économiques ou militaires. Mais il me semble que le principal problème est psychologique, et il est très important. Il réside dans le fait que la tradition russe ne pardonne pas à un tsar ou à un dictateur une guerre perdue. Nous ne comprenons pas ce qu'il en est des masses, mais pour les élites, c'est évident. Au sein de l'élite, l'opinion selon laquelle il faut écarter Poutine pour sauver le régime est en train de mûrir. Garry Kasparov, homme politique d'opposition russe, dans un commentaire aux médias ukrainiens. Les échecs militaires et économiques du Kremlin, la confiscation des entreprises et les sanctions ne plaisent pas du tout aux oligarques russes. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les fonctionnaires, les hommes d'affaires et les gouverneurs ne considèrent plus les actions du régime comme un projet commun, écrit The Economist. Auparavant, la guerre de la Russie contre l'Ukraine était leur objectif commun. Désormais, on l'appelle de plus en plus souvent l'affaire personnelle de Poutine.
Moscou a perdu les marchés occidentaux, ce qui a entraîné une baisse des exportations et aggravé la crise économique, dont les conséquences sont ressenties par tous les Russes, tout comme les résultats de l'ingérence des autorités dans la vie privée des citoyens, par exemple à travers la restriction d'Internet et la censure. Auparavant, le consensus russe était que l'État ne s'immisçait pas dans la vie des gens, et eux ne s'immisçaient pas dans la politique. Mais désormais, l'État propose aux citoyens la répression et ne leur offre rien en retour. Et si Poutine part, la Russie ne sera plus la Russie, ce sera un autre État, ce sera quelque chose de différent. Et bien sûr, Poutine ne veut pas montrer de défaite, il veut tout de même atteindre la ligne de la victoire et souhaite au moins s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Et en ce moment, il lui reste encore quelques années pour y parvenir, il n'y parvient pas comme il le voudrait, mais il continue tout de même dans cette direction. Et nous savons que même d'un point de vue historique, la Russie n'a jamais prêté attention à ses pertes, elle est toujours allée jusqu'au bout. Et le régime va soit s'effondrer, vraiment, soit simplement s'écrouler, soit ils vont détruire des millions de leurs propres citoyens en Ukraine. La poursuite de la guerre contre l'Ukraine est devenue pour le régime de Poutine une question de survie. The Wall Street Journal souligne que seule la perspective d'une défaite totale peut amener la direction russe à renoncer à ses ambitions concernant l'Ukraine et l'Europe. Karina Loloyan pour la chaîne Freedom. Après s'être couvert de honte devant le monde entier avec son pitoyable défilé, le dictateur, dans une rage impuissante, s'est jeté avec des menaces sur l'Arménie pour son tournant décisif vers l'Europe. Le Kremlin fait chanter Erevan en menaçant de répéter le scénario ukrainien et exige des référendums absurdes, tentant de conserver son influence vacillante dans le Caucase par les anciennes méthodes de terreur. Pourquoi le bluff de Poutine et ses menaces creuses ne fonctionnent-ils plus? Et comment l'Arménie déjoue-t-elle les plans d'un empire affaibli? Regardez la suite. Si l'Arménie soutient l'intégration européenne lors d'un référendum, elle pourrait suivre le chemin de l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré le dictateur du Kremlin, ajoutant qu'en décidant d'adopter une orientation politique européenne, le pays devrait soi-disant tenir compte de l'avis de Moscou. Poutine a rappelé que l'Ukraine avait, soi-disant, également décidé de rejoindre l'Union européenne et que c'est précisément cela qui avait conduit au début des hostilités et à l'invasion à grande échelle des troupes russes. Le chef du Kremlin a averti que l'Arménie suit actuellement le même chemin et qu'il vaudrait mieux ne pas le faire. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que l'ingérence extra-régionale dans la région du Caucase du Sud est irresponsable et destructrice et vise à semer la discorde entre les pays du Caucase du Sud et la Russie. Le ministère russe des Affaires étrangères a menacé que l'ingérence occidentale pourrait entraîner les conséquences les plus négatives pour la stabilité régionale, la sécurité et le développement économique, ainsi qu'une montée incontrôlée des tensions dans la région. Extrait du rapport de l'Institut pour l'étude de la guerre. Le 5 mai, le premier sommet bilatéral Arménie-UE de l'histoire s'est tenu à Erevan. Son principal résultat a été la proclamation d'un partenariat fondé sur des liens mutuels. Bruxelles et Erevan ont l'intention de développer les réseaux de transport, d'énergie et numérique dans le cadre de l'initiative européenne mondiale Global Gateway. Une étape importante sera le soutien de l'Union européenne à la restauration de 3 points de contrôle clés aux frontières de l'Arménie avec la Turquie et l'Azerbaïdjan. Erevan et Bakou tentent de construire la paix après des décennies d'hostilité à cause du Karabakh. Le conflit s'est terminé en 2023 par le passage complet du Karabakh sous le contrôle de Bakou. Parallèlement, l'Arménie s'est entendue sur la normalisation de ses relations avec la Turquie voisine. Selon les analystes, la principale entrave à une intégration économique profonde avec l'Europe reste la dépendance commerciale de l'Arménie vis-à-vis de la Russie. Néanmoins, il existe un potentiel pour surmonter cet obstacle. La Russie est embourbée en Ukraine. Elle n'a pas la force d'influencer ses voisins, ni la capacité de maintenir le même niveau de présence militaire et diplomatique là-bas. C'est pourquoi, peut-être, ils se disent en ce moment, c'est maintenant ou jamais. Ainsi, nous voyons que tant l'Azerbaïdjan que l'Arménie essaient de diversifier de plus en plus leurs contacts diplomatiques. L'Azerbaïdjan est dans une position plus avantageuse car il bénéficie de la protection de la Turquie, d'une alliance avec la Turquie. La situation de l'Arménie est plus compliquée. Elle est entourée de pays musulmans. Elle n'a pas d'accès à la mer. L'Europe est loin. Mais malgré tout, elle essaie de le faire. Elle cherche à se rapprocher de l'Occident, de l'Europe, car elle comprend que l'avenir avec la Russie est soit très incertain, soit même tout simplement impossible pour elle. Outre l'Arménie, la Fédération de Russie adresse également des reproches à la Finlande. Le dictateur du Kremlin s'est interrogé. Pourquoi ce pays a-t-il rejoint l'OTAN ? En effet, selon lui, la Russie n'aurait prétendument aucun différend territorial avec la Finlande.
Le dictateur accuse également les Finlandais de construire une frontière le long de la rivière Sestra et affirme qu'auparavant ils auraient attendu l'effondrement de la Fédération de Russie. Cette déclaration intervient sur fond de la poursuite de la construction d'une clôture à la frontière avec la Russie, dont l'achèvement est prévu d'ici la fin de l'année. Dans le même temps, l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Finlande, Pavel Kuznetsov, a précédemment déclaré que l'adhésion du pays à l'OTAN avait transformé la région de la Baltique en une soi-disant zone de potentielle escalade. Kuznetsov a menacé la Finlande et l'Alliance dans son ensemble, affirmant que la Russie, selon lui, serait contrainte de répondre au renforcement des ressources matérielles et humaines de l'OTAN ou au déploiement d'armes nucléaires en Finlande. Selon lui, la réponse de la Fédération de Russie sera appropriée, mais pas nécessairement symétrique. Les menaces russes à l'encontre des États membres de l'OTAN visent à inciter l'Occident à faire preuve de retenue, et les déclarations russes concernant des menaces imaginaires émanant de l'OTAN visent à créer des conditions informationnelles pour justifier et soutenir une confrontation géopolitique à long terme présumée avec l'Occident, selon un rapport de l'Institut pour l'étude de la guerre. Moscou a également tenté de menacer Kiev. Le ministère russe des Affaires étrangères a appelé les diplomates européens à évacuer la capitale ukrainienne, car le Kremlin menaçait de frapper les centres de prise de décision si jamais des drones ukrainiens venaient à perturber le défilé militaire. Le chef du ministère allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a souligné que de telles déclarations ne sont rien d'autre que de la panique qui s'est emparée de Moscou, car il est désormais impossible de dissimuler les conséquences de l'interminable série d'erreurs graves de Poutine. Et ce 9 mai, ainsi que l'hystérie que le pouvoir officiel russe et la propagande russe ont déclenché la veille, ont encore davantage mis à nu et révélé, oui, ce manque de perspective, cette impasse et, dans une certaine mesure, même l'épuisement de ce discours propagandiste. On aimerait espérer que cet épuisement du discours commence à se faire sentir, même à l'intérieur de la Fédération de Russie elle-même. La Russie tente de retenir les pays voisins par des menaces et du chantage, mais de plus en plus d'États choisissent une autre voie, la coopération avec l'Europe et la prise de distance vis-à-vis de Moscou. La pression, les déclarations sur les lignes rouges et les tentatives d'influencer les décisions des pays souverains confirment. Le Kremlin perçoit tout choix indépendant de ses voisins comme une menace pour sa propre influence. Karina Lalayan pour la chaîne Freedom. Et vous, que pensez-vous de ces événements? Donnez votre avis en commentaire et likez la vidéo. Restez informés, ce n'est que le début.